Bonjour à toutes et tous, il est 18h. Je suis Juliette Nicolas, je suis membre de l'équipe Territoire et Communauté chez Hello Asso et je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire proposé par Hello Asso sur une thématique au cœur des enjeux associatifs qui concernent toutes les associations ou presque, le bénévolat. Alors nous sommes beaucoup, mais je vous invite à indiquer dans le chat, je vois que certains ont déjà bien compris comment il fonctionne. Je vous invite à indiquer votre nom, celui de votre association, pourquoi pas aussi la ville ou le département d'où vous nous écoutez, et puis à nous dire, si vous le savez, combien de bénévoles compte votre association, plus ou moins. Le tout en un message, si vous y arrivez. Moi, je vous parle depuis Bordeaux. Et puis, je suis accompagnée, mais je vais vous en dire un peu plus, d'autres experts qui vous parlent d'encore d'autres villes. Alors là, je vois qu'on a la Dordogne, Lyon. On a une Lyonnaise parmi nous. Le Grand Est est bien représenté avec la Meuse, les Côtes d'Armor. Bon. Bonjour Jacques, bonjour Francine, bonjour Benjamin. Vous êtes très nombreux connectés aujourd'hui. La preuve que le bénévolat, c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous intrigue, voire qui vous inquiète. Pourtant, vous l'avez compris, on ne parlera pas de crise du bénévolat aujourd'hui, mais bien au contraire. On vous dira même que le bénévolat ne connaît pas la crise. Donc, je vous le disais, je suis accompagnée de deux experts de ce sujet aujourd'hui. Bonjour, Fanny. Fanny Viry, qui est coordinatrice générale à l'Institut Transition à Lyon. Merci d'être avec nous. Et bonjour, Joe. Bonjour. Joe Ashkar, qui est responsable des opérations pour jeveuxaider.gouv.fr. Alors, je vois que vous répondez, il y a un peu de tout dans l'Assemblée. On a des associations de 45 bénévoles, 20 bénévoles, d'autres de plusieurs centaines de bénévoles, 90. C'est chouette, on aura plein de témoignages différents. Alors, un petit résumé du programme du jour. Une courte introduction sur nos structures respectives pour que vous sachiez qui vous présente ce webinaire. Ensuite, on va parler du bénévolat. Ce n'était pas mieux avant, parce que peut-être avez-vous entendu l'inverse, mais nous, on va marteler que le bénévolat aujourd'hui a de beaux jours devant lui. On va parler du nouveau bénévolat, des nouvelles formes d'engagement et comment est-ce qu'on peut se réinventer pour s'adapter. On parlera aussi de tout ce que permet le bénévolat, qui n'est pas juste un sacrifice, mais qui ouvre aussi à beaucoup de bénéfices. Et enfin, on passera à l'action avec le témoignage de Joe qui nous parlera des campagnes de jeveuxaider.gouv.fr. On aura un petit temps consacré à la réponse à vos questions. Si vous souhaitez en poser au fur et à mesure, vous pouvez dans le chat. On y répondra si vraiment la réponse ne se trouve pas dans la présentation. Sinon, on prendra un petit temps à la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous convient. Quelques mots sur Hello Asso pour démarrer. Alors peut-être que, et même sûrement que beaucoup d'entre vous sont connectés à ce webinaire parce qu'ils ont reçu une information de notre part. Peut-être ne connaissez-vous pas exactement tout ce qu'on fait chez Hello Asso. À savoir qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire basée à Bègles, près de Bordeaux. Et on existe depuis 2009. Notre mission à notre naissance, c'était d'accompagner le développement du secteur associatif et d'encourager l'engagement citoyen au quotidien. Donc aujourd'hui, on propose des solutions qui ont déjà conquis 400 000 associations, puisqu'on a 400 000 associations inscrites sur notre plateforme, qui ont collecté via les outils Hello Asso plus de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros qui ont été collectés par des formulaires de dons, d'adhésion, etc., au travers des outils Hello Asso. Et cela grâce à 15 millions de citoyens qui ont déjà effectué un paiement sur notre plateforme. On est une équipe d'environ 150, tous basés à Bordeaux. Et on travaille avec des associations du quotidien, les clubs du quartier, mais aussi des associations que vous connaissez bien, comme Action contre la faim, les Restos du Cœur, les fédérations françaises de tout un tas de sports. On a un modèle économique assez particulier puisqu'on ne se rémunère sur aucune transaction. Vous ne payez jamais de commission et vous utilisez nos outils gratuitement. Notre seule source de financement, c'est la contribution volontaire qu'on propose de laisser au moment du paiement. Donc, ce sont les citoyens qui financent notre action au quotidien, qui financent ce webinaire et qui financent les 150 salariés que nous sommes. Un dernier mot sur les différentes solutions que l'on propose sur Hello Asso. Donc, vous connaissez sans doute notre outil de billetterie ou encore notre outil de financement participatif qui nous a fait connaître, mais on propose aussi des formulaires d'adhésion, des formulaires de dons ou des boutiques en ligne qui sont accessibles encore gratuitement à toutes les associations. Je laisse maintenant Fanny se présenter.
Oui, bonjour à tous et à toutes et un grand merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Donc pour présenter l'Institut Transition. L'Institut Transition, c'est un organisme de formation qui est ancré en région lyonnaise, mais qui a une influence nationale. Notre objectif, c'est de s'adresser aux personnes qui agissent dans le champ de l'écologie et des solidarités pour leur permettre de monter en compétences. Donc, on a 3 missions clés. La première mission, ça va être d'accompagner des personnes en évolution professionnelle, qui peuvent être en quête de sens et d'utilité et qui auraient envie de se réaligner avec leurs valeurs en rejoignant des structures engagées. Donc voilà, c'est un programme d'1 an qui s'appelle Nouvelle Voie et qui leur donne les clés pour réussir cette bascule dans leur vie professionnelle. Notre deuxième mission, ça va être de former et d'outiller les équipes d'associations, d'entreprises comme vous, qui sont porteuses au quotidien de la transition écologique et solidaire, mais qui peuvent être confrontées à des enjeux dans leur fonctionnement et dans leur développement. Donc là, ce qu'on leur propose dans un premier temps, c'est plutôt de la formation. Donc, dans ce cas-là, c'est des formations courtes qui vont de 1 à 5 jours et qui peuvent être sur le bénévolat, la gestion des instances de gouvernance associative, la réponse à appel à projet et tout un tas d'autres choses qui font nos réalités associatives. Et à côté de ces formations, on a aussi une lettre, donc une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire qui s'appelle Solutions et qui propose un certain nombre de contenus, du décryptage juridique, des outils pour permettre à nos structures de mieux fonctionner. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir et à nous faire remonter aussi vos besoins. C'est toujours très aidant pour nous. Et pour finir, notre troisième mission, c'est d'accompagner des structures de la solidarité et d'action populaire dans leur transition écologique. Donc voilà, c'est des structures qui ont envie d'aller plus loin sur ces enjeux-là. Et donc, on leur propose également de la formation et un accompagnement sur mesure pour leur permettre d'avancer. Donc, je repasse la parole à Jo, j'imagine. Merci beaucoup Fanny et merci d'être avec nous pour ce webinaire. Ton expertise nous sera très utile. Jo, tu peux enchaîner si tu souhaites. Bonjour, merci pour votre présence et participation. Moi, je m'appelle Jo, je travaille chez jeuxaider.gouv.fr, c'est la plateforme publique du bénévolat. Elle permet à celles et ceux qui le souhaitent de s'engager partout en France, soit à côté de chez soi, soit à distance, de manière régulière ou ponctuelle, et en fonction des envies. Donc, on retrouve des missions de collecte alimentaire, de distribution, de mentorat, ou encore des formes d'engagement un peu plus prononcées, comme je deviens chargé de communication dans une structure associative, ou encore membre d'un bureau. Ce service public est mis à disposition de toutes les structures d'intérêt général. Aujourd'hui, il y a plus de 680 000 bénévoles inscrits, 17 000 organisations référencées et 20 000 missions disponibles partout en France. Donc, si vous recherchez des bénévoles, que ce soit ponctuellement ou régulièrement, que ce soit une mission qui nécessite une compétence spécifique ou pas, n'hésitez pas à proposer vos missions sur la plateforme et on essaiera dans la mesure du possible de vous trouver le ou les bénévoles qu'il vous faut. Merci Jo. Peut-être que vous avez vu d'ailleurs sur votre page Hello Asso, quand vous allez en bas de la page, vous avez toujours un petit bouton pour proposer votre aide sur jeveuxaider.gouv.fr. Une réponse à la question est-ce qu'on peut enregistrer pour les collègues? Vous aurez le replay de ce webinaire et la présentation dans le mail qui vous sera envoyé. On vous encourage à rester jusqu'au bout puisqu'on aura tout un tas d'explications en live qui seront bien plus précises. On démarre avec une petite question pour voir si déjà vous êtes bien réveillés. Combien, selon vous, compte-t-on de bénévoles en France? Vous avez un sondage qui s'affiche normalement sur le chat dans l'onglet Polls, qui signifie sondage. Alors, allez-y, je vous laisse répondre. Combien compte-t-on de bénévoles en France? Est-ce que c'est plutôt 5 millions? Est-ce que c'est plutôt 800 000? Plutôt 12,5 millions? Ou 3,7 millions? Alors, c'est des chiffres qui, comme ça, lancés à la volée, semblent signifier assez peu. Mais je vois qu'on a une tendance qui se dégage. Ah non, on est sur du presque ex-aequo. Je ne réponds pas à cette question parce que je vous en pose une autre. Je vous demande, est-ce que c'est plutôt plus ou moins qu'il y a 10 ans? Alors, plutôt plus, plutôt moins, ou ni plus ni moins. On a beaucoup de réponses qui nous disent plus
Fanny, est-ce que tu veux répondre et réagir? Eh ben oui, merci à tous et à toutes pour vos réponses. Donc, comme le titre du webinaire, vous l'avez peut-être laissé deviner, on a une dynamique qui est très forte en matière de bénévoles. Donc, on a plus de 12,5 millions de personnes qui sont bénévoles en France. Et de fait, on a une évolution très positive sur les 10 dernières années. Donc, les chiffres peuvent vraiment nous donner confiance sur la culture de l'engagement qui est présent dans notre société. Alors, je vous propose de vous donner d'autres chiffres pour vous permettre de percevoir cette dimension-là. Voilà. Alors, c'est des chiffres qui sont issus d'une étude qui est vraiment intéressante, portée par l'association Recherche et Solidarité, qui s'appelle la France Bénévole 2024, et qui est un baromètre du bénévolat qui est réalisé tous les ans et qui permet vraiment de suivre les évolutions année par année du bénévolat en France. Donc, n'hésitez pas à vous référer à ces ressources-là parce que vous trouverez beaucoup d'éléments intéressants. Donc, ce que donne à voir cette recherche, c'est qu'on a en France 38% des Français et des Françaises qui donnent du temps. Donc, quand on dit donne du temps, c'est donner du temps gratuitement en dehors de sa sphère familiale. Et donc, c'est des personnes qui vont être engagées au sein d'associations, qui vont être syndiquées, qui vont être militantes politiques ou qui vont être aussi dans des formes d'engagement plus informelles au sein du quartier, auprès de leurs voisins, mais qui font aussi le lien social de notre pays. A contrario, on a 38% de personnes qui n'ont jamais donné du temps gratuitement en dehors de leur famille. Donc, on a vraiment deux poules de personnes qui sont à peu près à égalité. Et en fait, on a 24% de personnes qui sont bénévoles au sein d'associations. Donc, en fait, on peut quand même se dire qu'une personne adulte sur 4 est engagée bénévole dans une association, sachant qu'on parle vraiment toute association confondue, que ce soit dans le champ des solidarités, du sport, de l'éducation populaire, de l'écologie. Voilà, c'est vraiment une approche très globale du monde associatif. Alors, la question qu'on peut se poser au-delà des chiffres, c'est qui sont les personnes qui s'engagent. Donc là, l'idée, c'est de vous esquisser un portrait des bénévoles impliqués aujourd'hui dans les associations françaises. Alors, ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'on a une égalité aujourd'hui entre les hommes et les femmes, je dirais au global. C'est-à-dire qu'on a autant d'hommes et de femmes qui sont engagés au sein d'associations. Ce qu'on note par contre, c'est qu'il y a une différence dans les formes d'engagement, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques qui peuvent plutôt intéresser les hommes, d'autres plutôt les femmes. Et on remarque aussi que les instances de gouvernance rassemblent encore une plus forte majorité d'hommes et qu'il y a un enjeu de féminisation des instances au travers d'un renouvellement qui est un sujet de préoccupation pour beaucoup de structures. Ce qu'on remarque par ailleurs, c'est qu'il y a une fracture sociale quand on regarde les manières de s'engager, c'est-à-dire qu'on remarque qu'il y a une pratique du bénévolat qui est très forte chez les personnes qui ont plus d'un bac plus 2, puisqu'on a 46% des personnes qui vont s'impliquer, là où on a seulement 28% des personnes qui sont non diplômées. Ce qu'on remarque, c'est que celles-ci vont être plutôt impliquées dans des formes d'engagement plus informelles, plus ponctuelles et pas forcément au sein d'associations structurées. Et donc là, un élément explicatif qui peut être intéressant quand même pour nous, c'est que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de se sentir capable et légitime de s'engager bénévolement. Et ce n'est pas forcément évident non plus pour les personnes d'avoir les codes et de s'approprier nos fonctionnements associatifs. Ça peut nécessiter des compétences particulières et donc ça peut nous inviter, nous, à réfléchir à comment est-ce qu'on facilite l'intégration de tout à chacun et je reviendrai là-dessus par la suite. Ce qui est très intéressant pour finir ce portrait des bénévoles, c'est qu'on remarque qu'il y a une évolution très forte dans les âges des personnes
impliquées. Quand je questionne les personnes sur qui sont les personnes les plus présentes dans les associations, ce qui vient assez spontanément, c'est les personnes retraitées. Donc, bien sûr que les personnes retraitées sont présentes et font tourner un certain nombre d'associations. Pour autant, ce qu'on remarque au travers des chiffres, c'est qu'aujourd'hui, les 50-65 ans ou les plus de 65 ans ont à peu près 35% de personnes engagées bénévolement, là où les étudiants et les actifs ont des chiffres qui sont beaucoup plus importants, autour de 40%. Et c'est une dynamique qui est constante depuis les dernières années. Donc ça s'explique par plusieurs choses qui sont intéressantes à avoir en tête. La première chose, c'est qu'il y a des causes qui mobilisent particulièrement les jeunes générations et qui sont des grosses pourvoyeuses de bénévoles. Donc je pense notamment à la transition écologique qui peut être une locomotive pour les engagements bénévoles chez les jeunes. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est qu'il existe parmi les personnes actives, donc qui travaillent, une grosse quête de sens. C'est-à-dire c'est des personnes qui peuvent ne pas se sentir alignées avec leur travail, qui peuvent avoir l'impression que leur travail ne participe pas à améliorer la société, donc qui vont chercher à s'engager bénévolement à côté pour retrouver une forme d'équilibre. Là où les personnes retraitées peuvent… en fait, on a identifié un décrochage à partir du Covid. Il y a eu une perte d'habitude de l'engagement à ce moment-là et les chiffres ont un petit peu de mal à remonter. Donc voilà, pour peut-être faire bouger un petit peu les représentations que vous avez sur qui sont les personnes impliquées. Et donc là, moi, ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'était de vous donner quelques éléments sur quelles sont les grandes motivations des personnes qui agissent aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre quand on a envie de mobiliser, d'accueillir des bénévoles, puisque ça nous permet de mettre le doigt sur ce qu'elles viennent chercher au travers d'un engagement bénévole pour s'assurer qu'on va réussir à y répondre. L'idée étant quand même de, grâce à ça, pérenniser leur implication au sein de la structure. Donc, pour moi, il y a 4 grandes motivations qui sont particulièrement présentes. La première motivation, c'est ce qu'on appelle la quête de sens. Donc, la quête de sens, ça concerne les personnes qui sont sensibles à des causes, qui sont sensibles à des valeurs et qui constatent que ces causes et ces valeurs ne sont pas incarnées complètement dans le quotidien. Et donc, voilà, ça leur donne envie de donner du temps, de s'engager, potentiellement de lutter pour que ça fasse bouger les lignes et que ça avance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en tant qu'association, si on a envie de parler à la quête de sens des personnes, c'est qu'il faut vraiment oser poser le projet associatif, dire en faveur de quoi on agit, puisque c'est ce qui va faire écho aux valeurs profondes des personnes. Deuxième motivation, la quête d'utilité. Donc, je vous disais qu'un certain nombre de personnes peuvent ne pas se sentir utiles dans leur quotidien, notamment au travail. Et donc, l'engagement bénévole, c'est une manière de sentir qu'on contribue à quelque chose qui nous dépasse et ça nous permet de sentir qu'on a vraiment besoin de nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'association? C'est que si on a envie de toucher ces personnes en quête d'utilité, il va falloir faire en sorte, et je reviendrai dessus, que ces personnes soient vraiment utiles dans nos structures. Donc, ça implique de bien penser les missions des personnes pour que quand elles viennent, ça change vraiment la donne et que ce soit quelque chose qu'elles puissent percevoir. Troisième motivation, la quête de lien. Où là, l'idée, ça va être plutôt pour les personnes d'entrer dans des espaces où elles vont pouvoir faire connaissance, soit avec des personnes avec lesquelles elles partagent des valeurs, des thématiques, soit avec des personnes qui sont différentes. Ça peut être plusieurs aspirations. Donc là, pour nous, en tant qu'association, ce que ça va vouloir dire, et on reviendra aussi dessus, c'est qu'il y a un enjeu à penser des espaces de convivialité pour que nos engagements bénévoles soient vraiment créateurs de liens. Parce que si ce n'est pas le cas, on perd les personnes qui ont cette envie de renforcer les relations qu'elles ont avec un certain nombre de personnes. Dernière grande motivation, la quête de découverte. Donc là, c'est des personnes qui vont s'engager bénévolement parce qu'elles ont envie d'apprendre. Ça peut être, j'ai envie d'apprendre sur un sujet, j'ai envie de mieux comprendre les enjeux autour du climat, j'ai envie de comprendre mieux les enjeux autour des migrations.
mais ça peut être aussi, j'ai envie de développer des nouvelles compétences pour me sentir encore stimulée. Donc là, tout l'enjeu, ça va être de faire en sorte que nos associations soient des espaces où vraiment les personnes, elles ont le sentiment d'apprendre, de comprendre, et pas seulement en étant jetées dans l'eau, mais parce qu'on a mis en œuvre un certain nombre d'outils ou de moments qui leur permettent d'avancer dans leur compréhension. Donc voilà, vous voyez, les quêtes de l'engagement, c'est des choses qui nous permettent à la fois de comprendre pourquoi viennent les personnes, mais aussi c'est un peu une sorte de boussole de tous les sujets qu'on a vocation à penser pour que les personnes, elles s'impliquent bien avec nous. Alors voilà, on vous disait que le bénévolat ne connaît pas la crise et de fait, les chiffres sont très rassurants. Pour autant, il y a une évolution dans les manières d'agir. Et donc là, l'enjeu, c'était de vous donner quelques billes sur ces évolutions, à la fois pour que vous les identifiez, mais aussi que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on peut agir dessus. Alors, le premier point qui est assez important, c'est qu'on remarque, et c'est quelque chose qui est très souvent dit dans les espaces de rencontre entre associations, qu'aujourd'hui, il y a des engagements qui sont plus ponctuels et centrés sur une action particulière. C'est-à-dire que les personnes, quand elles arrivent dans l'association, elles ne se disent pas forcément qu'elles sont là pour 1 an, 5 ans, 10 ans. Et donc, elles viennent plutôt parce qu'il y a un projet qui leur parle sans avoir de projection long terme. Ça va nécessiter pour nous de pouvoir l'accueillir parce que de toute façon, il y a une difficulté à se projeter plus loin, mais ça va aussi nécessiter, et on va revenir beaucoup dessus, de faire en sorte qu'il y ait une bascule, c'est-à-dire au-delà de cette action, parce qu'elles ont trouvé du sens, l'enjeu, ça va être qu'elles aient envie de continuer parce qu'on leur propose autre chose. Voilà, donc il ne s'agit pas de se dire, OK, maintenant c'est du court terme, on fait uniquement avec ça, mais de se dire, comment est-ce qu'on en fait une expérience positive et comment on ouvre des perspectives pour que les personnes, elles aient envie de continuer par la suite. Je me permets de réagir, c'est ce que disait Sébastien dans le chat en disant que souvent la prise de poste à responsabilité, ça fait peur et que le souci, c'est pas d'avoir des bénévoles, mais des bénévoles qui acceptent de prendre des postes à responsabilité. Donc, ça répond exactement à cette remarque. Oui, complètement. C'est tout l'enjeu de comment on crée des parcours en interne. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, de fait, s'anticipe et s'accompagne. La deuxième chose qui est assez importante, qui peut être perçue aussi dans vos associations, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un besoin d'exister individuellement dans le groupe. C'est-à-dire qu'elles veulent bien rejoindre un collectif, mais elles ont besoin de sentir que leur parole compte, qu'on remarque si elles sont là et si elles ne sont pas là. Et si elles ont l'impression de n'être qu'un élément parmi d'autres, ça peut être un facteur de démotivation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a à intégrer en se disant, comment est-ce qu'on prend en compte les aspirations individuelles, mais comment en même temps, on leur permet de se fondre dans un projet collectif et on permet à ces personnes de comprendre qu'elles ne sont pas là uniquement pour elles-mêmes, mais pour porter un projet qui les dépasse et sur lequel elles ont malgré tout du pouvoir. Et puis le dernier point, je le disais déjà, mais il y a un besoin de convivialité qui est fort. Beaucoup de personnes disent qu'elles ont envie de s'épanouir, de trouver du plaisir, de trouver de la joie dans l'engagement. Et ça passe notamment par la question de l'ambiance, par les relations qui sont créées. Donc tout l'enjeu pour nous, ça va être vraiment de se dire comment on crée des espaces de convivialité. Ça ne veut pas forcément dire faire des espaces 100% de convivialité, par exemple les apéros, les galettes, etc. Parce que parfois, c'est un peu intimidant pour des personnes qui viennent juste d'arriver au sein de l'association. Mais c'est vraiment comment on met de la convivialité dans toutes nos actions. Donc, quand on fait une réunion, comment il y a aussi une possibilité de se rencontrer, d'échanger, de manière à ce que ça vienne nourrir cette aspiration-là. Alors après, le gros enjeu quand même pour beaucoup d'entre nous, c'est comment est-ce qu'on réussit à mobiliser, comment on recrute en fait des personnes et on a suffisamment de gens pour mener à bien nos actions. Nous, ce qu'on aime bien à l'Institut Transition, c'est présenter en fait différentes logiques qui vont peut-être ouvrir un petit peu des possibles par rapport à ce que vous pouvez rencontrer.
Pour moi, la première étape, c'est d'être plutôt dans ce qu'on appelle, nous, la logique de l'escargot, c'est-à-dire de vraiment partir des personnes qui sont là. C'est-à-dire qu'on a tous dans nos listes de bénévoles un certain nombre de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qui ont fait des rendez-vous d'accueil, mais qui ne sont pas passés à l'action. Donc, on appelle ça les bénévoles dormants. Et moi, je pense qu'il y a une vraie opportunité à revenir régulièrement vers eux. Ça peut être un mail collectif, ça peut être des interpellations individuelles pour dire, bon, bah voilà, on a telle action, est-ce que ça ne te dirait pas de participer avec nous? Et ça peut permettre à des personnes de se sentir considérées. Peut-être que c'est un moment plus opportun pour elles et donc elles réussissent à reprendre le fil de l'engagement bénévole. La deuxième logique pour toucher pour le coup des personnes qui ne sont pas là, ça va être d'avoir ce que nous on appelle la logique du phare. C'est-à-dire, là, on ne parle pas vraiment de bénévolat, mais il y a un enjeu. Est-ce que l'association, elle rayonne suffisamment sur son territoire pour que les habitants, les habitantes de ce territoire identifient l'association et se disent « Ah ouais, en fait, c'est vraiment intéressant ce qui est proposé, ça me parle, donc je vais aller frapper à la porte pour voir s'il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire avec eux. » Donc, ce que ça veut dire, c'est que la stratégie de communication générale de l'association joue quand même beaucoup dans la capacité à embarquer des gens avec nous. Troisième proposition, c'est plutôt ce qu'on appelle la logique du harpon. C'est vraiment l'idée de dire que c'est intéressant quand on est un peu au clair avec les missions qu'on aurait envie de proposer aux bénévoles, de se questionner sur est-ce que ces missions correspondent à des profils pertinents. Voilà, il y a tout à l'heure, Joe parlait de missions bénévoles sur la communication. Ça fait appel quand même à certaines compétences particulières et donc ça peut nous amener à nous dire en fait je ne vais pas faire un appel à bénévolat large mais je vais réfléchir à où est-ce que je pourrais trouver des personnes qui ont un profil de communicant. Donc est-ce qu'il y a des réseaux, est-ce qu'il y a des groupes de communicants, est-ce qu'il y a des endroits où j'aurais des publics qui seraient un petit peu plus qualifiés. Et puis la dernière logique, c'est ce qu'on appelle la logique du filet. Donc là où l'enjeu, ça va être de mobiliser vraiment largement des personnes parce qu'on se dit qu'en fait, on ne recherche pas un public spécifique. Et donc, ça peut être de faire un appel à bénévolat large avec ses propres outils, mais c'est aussi de passer par des plateformes dédiées qui peuvent être des vraiment grands accélérateurs. Donc, je pense notamment à Je veux aider, dont on parlera tout à l'heure. Mais voilà, ça peut être une opportunité d'aller toucher des personnes qui ne sont pas dans nos réseaux et ça fait franchement la différence. Alors, tout l'enjeu, une fois que les personnes sont là, ça va être quand même de faire en sorte qu'elles trouvent leur place et qu'elles restent. Et donc, la première étape, ça va être vraiment la question de l'accueil. Pour moi, l'accueil, ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'il faut forcément penser une logique de sas. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément très pertinent de dire à une personne qui nous contacte « Ah on a réunion mardi à telle heure », parce que ça va être très difficile pour la personne de trouver sa place dans la réunion. Et donc, l'expérience peut être assez négative. Donc, quand je parle de ça, ça peut être deux options. Ça peut être soit, en fait, vous dites que vous allez prendre un temps individualisé avec cette personne pour échanger avec elle. Soit, ça va être de proposer des temps d'accueil collectif, donc plutôt des réunions, mais qui sont à destination exclusive de personnes qui auraient envie de devenir bénévoles. Dans tous les cas, que ce soit en individuel ou en collectif, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, ce qui va être clé dans la mobilisation de bénévoles, c'est la relation qui est créée. Donc, l'enjeu, ça va être de créer une relation avec cette personne en s'intéressant à elle, en se présentant aussi en tant que personne, de manière à ce qu'on réussisse à l'embarquer avec nous. Ensuite, ce qui va être aussi important, c'est à ce moment-là de donner toutes les clés à une personne pour qu'elle comprenne où est-ce qu'elle a mis les pieds. Donc, quel est le projet associatif, quelles sont les missions, mais aussi et surtout, quels sont les cadres d'engagement, c'est-à-dire quelles sont les missions qu'on lui propose de manière à ce qu'elle puisse se projeter dans un engagement concret. Et enfin, l'idée, ça peut être de lui expliquer comment est-ce qu'on fonctionne. Et puis, pour finir, dans ces temps d'accueil, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aider la personne à se dire, c'est quoi mon prochain pas, de manière à ce qu'elle elle embraye avec nous. C'est intéressant qu'à chaque fois, elle ait une échéance
une prochaine réunion, une prochaine action pour qu'elles se disent « Ok, bon, j'ai fait un effort, mais c'est un effort qui est récompensé parce que j'ai des perspectives qui s'ouvrent avec eux. » Une fois que la personne elle a été accueillie, ce qui est intéressant, c'est de se dire c'est qu'il y a vraiment une opportunité à accompagner tout le parcours d'une personne au sein d'une association, de manière à ce qu'elle rentre toujours plus dans le cœur de l'association. Donc, nous, ce qu'on dit souvent à l'Institut Transition, c'est que ça peut être intéressant de réfléchir quelles sont les missions qui sont facilement accessibles pour des nouveaux bénévoles, grâce à un petit peu d'accompagnement, et puis quelles sont les missions qui vont nécessiter d'avoir peut-être un petit peu plus roulé la bosse, de manière à ce que les personnes, elles entrent progressivement dans l'association en étant soutenues tout le long. Et donc, ça peut être intéressant de se dire, en fait, pour chacune de ces missions, qu'est-ce que les personnes ont besoin de comprendre, qu'est-ce qu'elles ont besoin de savoir et comment est-ce qu'on leur transmet ces éléments-là? Est-ce que c'est du compagnonnage? Est-ce que c'est des briefings? Est-ce que c'est des formations? De manière à ce qu'elle n'ait pas à apprendre tout par elle-même, mais que l'association fasse aussi son travail de formation pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Et je passe peut-être la parole ou on répond aux questions. Je n'ai pas pu lire toutes les questions, donc tu me dis, Juliette. Oui, il y a une question de l'association Cinéma et Audiovisuel Mico qui dit quand on est une toute jeune association, comment est-ce qu'on peut faire pour vendre un peu des projets excitants qui donnent envie à des bénévoles de s'investir, alors même qu'on n'a pas encore eu de subvention ni de partenaire pour nous soutenir? Pour moi, en fait, j'accompagne beaucoup de jeunes associations dans leur montage, donc je vois bien la réalité. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des profils de bénévoles qui sont hyper intéressés par le montage de structures. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes personnes qui vont rejoindre une structure qui est toute jeune, qui est en train de se développer, et des personnes qui vont rejoindre des associations qui sont plus structurées, plus professionnalisées, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout les mêmes réalités d'engagement. D'un côté, on participe aussi à la définition de la stratégie, aux premières actions, et donc ça attire des profils qui sont assez autonomes, entrepreneuriaux, là où quand on rejoint des structures qui sont plus institutionnalisées, on a quand même moins de pouvoir de faire bouger les lignes. Donc, juste pour dire que ce n'est pas parce qu'on est au début qu'on n'intéresse personne. Après, moi, ce que je constate, c'est que pour réussir à fédérer des personnes au début d'une aventure associative, il y a deux choses qui sont importantes. La première chose, c'est d'être très au clair sur son projet associatif et de le présenter. Même si ce n'est pas encore extrêmement concret, mais c'est de vraiment dire, où est-ce qu'on a envie d'aller ensemble, parce que l'enjeu, ça va être de parler justement à la quête de sens des gens. Et puis après, l'idée, c'est quand même d'essayer de proposer malgré tout un peu de concret aux gens, et donc de voir s'il n'y a pas des premières actions sur lesquelles vous pourriez fédérer des personnes qui pourraient se sentir utiles à la concrétisation de ces actions. Donc voilà, moi, je me dis, il faut d'autant plus présenter et défendre le projet pour que les personnes elles puissent se créer un imaginaire autour de ça si les résultats ne sont pas encore présents sur le territoire. Et puis, on avait une dernière remarque. Alors, beaucoup réagissent en disant ouais, mais ça prend du temps. Et Hervé disait oui, en fait, on les gère presque comme des RH. Ce à quoi Gisèle répond, est-ce que c'est pas juste du bon sens et de la bienveillance finalement? C'est une question qu'on me pose souvent, mais je pense qu'en fait, il y a moyen de faire les choses sans avoir un service RH pour les bénévoles. C'est-à-dire, c'est possible tout l'enjeu, en fait, c'est de se dire quelle est la place qu'on a envie de donner aux bénévoles, déjà pour qu'ils viennent vraiment aider. Et puis après, en fait, c'est de l'accueil, c'est de l'échange. Et moi, ce que je remarque, parce que je gère des équipes bénévoles, c'est que finalement, ça prend souvent quand même moins de temps d'avoir des personnes qui sont bien accueillies et accompagnées que de gérer un turnover de personnes qui nous mobilisent beaucoup et qui font aussi que derrière, on n'a personne pour nous aider sur des missions clés, quoi. Donc, je reconnais que c'est un investissement en temps, mais je crois vraiment que ça peut venir débloquer
des situations et décharger des personnes qui étaient très impliquées et qui pouvaient être en surcharge dans leur engagement. Heureusement, on a une relève qui est quand même plutôt assurée du côté de la jeunesse, puisqu'on voit que les jeunes s'engagent beaucoup. Et là, je vais peut-être laisser Joe nous parler un peu plus de ce sujet. J'ai lu l'ensemble des commentaires concernant l'engagement et puis plus particulièrement sur les modes d'engagement. Aujourd'hui, et depuis bien avant le Covid, en fait, 10 ans, il y a eu les premiers signaux de mutation de l'engagement et des formes d'engagement. Le Covid a juste mis en évidence certaines formes d'engagement. En fait, cette mutation, elle touche l'ensemble des classes d'âge et donc l'ensemble des bénévoles, et elle est aujourd'hui assez visible pour les jeunes. Donc, ce sont des personnes qui veulent certes se sentir utiles, mais ce sont surtout des personnes qui ont envie de s'engager de manière spontanée, quand leur agenda leur permet, souvent avec l'idée de faire avancer les choses de manière concrète à leur échelle. Ce sont des personnes qui utilisent de plus en plus les outils numériques pour de l'intermédiation entre une structure et, on va dire, leur proposition d'aide. Depuis 2021, à titre d'exemple, sur jevaider.gouv.fr, un bénévole sur 2 qui s'inscrit a moins de 30 ans. Alors, lorsqu'on entend souvent, régulièrement, dans les médias ou dans des discussions, oui, les jeunes ne s'engagent pas, les jeunes ne sont pas impliqués, en fait, ce n'est pas ce qu'on constate. Et puis, malheureusement, les chiffres sont têtus. Alors, pourquoi ils s'engagent, en fait, ces jeunes, et qu'est-ce qu'ils recherchent? En fait, à l'image des évolutions et des mutations de la société, ils cherchent quelque chose qui leur est accessible, et donc pour lequel ils peuvent faire le premier pas. Sur jevaider.gouv.fr, 34% des jeunes de la plateforme ont réalisé leur première expérience de bénévolat via la plateforme. Et 88% indiquent qu'ils souhaitent poursuivre leur engagement. Et cette question de jeunesse est d'ailleurs soulignée dans l'étude Recherche et solidarité, concerne aussi les bénévoles qu'on peut qualifier les moins diplômés. Donc se poser la question d'aller chercher d'autres types de bénévoles qui sont aujourd'hui pas forcément engagés. Ces bénévoles qui s'engagent d'une façon différente posent un défi aux structures associatives, et d'ailleurs on l'a vu dans tous les échanges écrits ou encore ce qui a été dit précédemment, c'est comment faire en sorte de les accueillir et de les accompagner là où historiquement on a l'image, ou en tout cas dans l'esprit, on a un bénévole, il est engagé, il est là pendant 20 ans, il devient secrétaire général, membre du bureau. Aujourd'hui, les choses changent et ces choses vont continuer à changer, donc vont demander, on va dire, structurellement aux structures associatives de s'adapter par rapport à ce qu'on peut dire ou appeler s'ouvrir à la jeunesse. Il y a d'autres phénomènes qu'on observe, c'est l'intérêt pour un jeune de se créer un réseau et d'être au contact en fait, d'autres environnements. Comment je sors de mon quotidien lorsque je suis étudiant à la fac, en économie, pour aller à la rencontre d'autres thématiques. Comment je peux participer à des actions avec la Croix-Rouge, par exemple, de prévention. Donc vraiment cette volonté d'avoir un pied dans un autre univers. Et puis le dernier point qu'on observe et qu'on arrive à mesurer, puisqu'on demande aux bénévoles de la plateforme d'exprimer l'intérêt pour lequel ils s'engagent, c'est la confiance en soi. C'est à partir du moment où je m'ouvre aux autres et que je découvre un autre écosystème, je gagne de la confiance. Toutes ces choses-là vont permettre, ou en tout cas vont demander aux structures d'évoluer, de s'adapter, de transformer peut-être un mode de fonctionnement historique pour mieux intégrer, on va dire, des manières de s'engager différentes. Voilà, pour ma part. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le chat. Il y a Franck qui nous dit l'engagement est parfois inscrit dans le cursus scolaire ou diplômant. Et bien ça, justement, Franck, on va en parler juste après. Parce que le bénévolat n'est pas qu'un sacrifice. Je pense que les questions ont à peu près trouvé des réponses. On reprendra un petit temps en fin de webinaire pour en parler. Merci Fanny et Joe. J'enchaîne donc sur la troisième et avant-dernière partie qui est bénévolat, pas de sacrifice que des bénéfices. J'aimerais qu'on vous présente 2 manières de voir les choses, enfin, vous rappeler qu'il y a 2 manières de voir les choses et surtout de les présenter à votre communauté bénévole. Le bénévolat, on peut y voir un don de soi absolu, un sacrifice complet, mais on peut aussi y voir un investissement en temps qui est reconnu par les sociétés et par les textes, puisque le bénévolat ouvre le droit à des compensations, à la fois des reconnaissances, mais aussi des choses bien plus légalement encadrées.
parce que l'utilité du bénévolat, je le redis, je le martèle, est reconnue légalement. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de vous décrire tous les droits, programmes et avantages auxquels ouvre le bénévolat, parce qu'il y en a beaucoup et qui sont souvent complexes et assez pénibles à écouter, mais d'en lister quelques-uns pour vous apprendre ou vous rappeler leur existence et vous encourager à aller chercher vous-même cette information et à la rendre disponible aux bénévoles de votre association. Et on vous a mis le lien du guide du bénévolat édité par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative qui compile toutes ces informations. Bon, avant toute chose, on repose quand même les bases. Le bénévolat, ça demeure un engagement humain désintéressé. Il y a 2 caractéristiques absolues. C'est à l'engagement bénévole, c'est que c'est non rémunéré et il n'y a pas de lien de subordination juridique avec la structure associative. Il y a ce qu'on appelle un lien de préposition, donc vous recevez des consignes de la part de l'association, mais en aucun cas vous êtes soumis hiérarchiquement au président, au trésorier ou autre. Voilà, donc une fois que les choses sont posées, et tout en restant dans le cadre d'une activité non rémunérée, les bénévoles peuvent quand même faire valoir des droits en matière notamment de remboursement des frais engagés, donc de défraiement. Vous pouvez vous faire rembourser les frais engagés dans le cadre de l'action de l'association, sous réserve d'avoir qu'il s'agisse de dépenses réelles et justifiées. Et vous pouvez aussi demander à l'association de ne pas vous rembourser les frais engagés et de considérer ces avances comme un don. Et ça peut faire l'objet d'un reçu fiscal si votre association est habilitée à en délivrer. Une autre exception à cet engagement humain, disons, désintéressé, c'est que vous avez la possibilité, vous, en tant que responsable associatif, de proposer des chèques repas à vos bénévoles d'un montant maximum de 7,30 € par jour. C'est le même principe que les tickets restaurants, c'est les mêmes organismes qui les délivrent et ils sont pris en charge à 100% par votre association. Donc ça, c'est vraiment un choix, c'est une décision qui est prise en assemblée générale, qui est votée. Mais c'est un vrai avantage que vous pouvez offrir à vos bénévoles, qui parfois ont peut-être le sentiment de se donner corps et âme et portefeuille compris à l'association. Donc, c'est une forme d'incitation. Et puis, il y a également une exception qui existe concernant la rémunération des dirigeants. C'est une question qu'on a très souvent et je suis désolée, mais je ne vais pas prendre le temps de répondre à cette question précise, mais je vous encourage à vous renseigner dans le guide du bénévolat. Cette exception, elle est très encadrée par les textes, elle doit être prévue dans les statuts de votre association, votée aux 2/3 par l'Assemblée générale et elle limite la rémunération aux 3/4 du SMIC, sachant qu'il y a un montant maximal de dépenses qui est appliqué à votre association. Voilà pour les compensations financières, donc elles existent. Mais la reconnaissance du bénévolat ne s'arrête pas là. La reconnaissance, elle peut aussi porter sur les compétences acquises. Et il existe d'ailleurs des outils pour objectiver ces compétences, puisque en tant que bénévole, vous finalement, au quotidien, vous montez en compétence sur tout un tas de sujets. Et je vous invite à regarder des outils comme celui qui a été créé par AnimaFac, l'association AnimaFac, ou le portefeuille de compétences du gouvernement. C'est des outils qui permettent de lister un peu toutes les tâches que vous avez pu effectuer dans l'association et d'associer des compétences liées à ces tâches. Ça peut être très utile. Déjà, ça valorise beaucoup les bénévoles, ça leur démontre tout ce qu'ils ont acquis en étant à vos côtés. Et puis, ça peut leur être très utile dans le cadre d'une recherche d'emploi, par exemple. Vous avez aussi, en tant que bénévole, la possibilité de passer des certifications, la Certifasso, qui est une formation pour les bénévoles qui souhaitent renforcer leurs connaissances, notamment pour assumer des responsabilités. Donc, c'est une formation théorique de 30 heures minimum sur tous les aspects de gestion d'une association, donc de la RH, du droit, de la comptabilité, du management. Et il y a un stage pratique de 20 jours dans une association. Ce n'est pas un diplôme reconnu par l'État. En revanche, c'est un parcours de formation qui est délivré par un organisme agréé par le préfet de région et qui est très souvent pris en charge, financé par les collectivités territoriales ou le DLA, le dispositif local d'accompagnement. Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité de proposer aux bénévoles de réaliser une validation des acquis d'expérience, une VAE. Cette validation des acquis, elle peut ensuite servir pour acquérir tout ou partie d'un diplôme ou d'un autre certificat. Donc ça, je vous encourage à vous adresser à un point relais conseil, notamment les délégués départementaux à la vie associative ou le dispositif académique de validation des acquis. Et enfin, et Franck le disait tout à l'heure, il y a une obligation aujourd'hui et depuis la rentrée universitaire 2017-2018, une obligation de reconnaissance par les établissements d'enseignement supérieur de l'engagement associatif. Concrètement, c'est des crédits ECTS qui sont délivrés aux étudiants les plus impliqués dans la vie associative, notamment ceux qui ont des postes à responsabilité.
Et puis, les établissements supérieurs sont aussi, selon cette loi, obligés d'aménager les études, l'emploi du temps des étudiants fortement investis dans cette vie associative. Voilà, alors j'ai évoqué ici quelques droits et reconnaissances légales auxquels le bénévolat donne accès, que je vous encourage à nouveau à mettre en avant auprès des bénévoles de votre association. Mais n'oubliez pas non plus la reconnaissance symbolique, qui est parfois la plus utile, la plus appréciée et surtout la plus personnelle. Je pense au trophée du bénévolat. Alors, les villes de Lille, de Tourcoing, de Niort ont mis en place ce genre de trophée. C'est une reconnaissance symbolique qui est décernée par un jury après étude de candidature. C'est une reconnaissance vraiment personnelle, mais qui valorise aussi votre association et qui donne envie de s'engager. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos maisons des associations ou de votre mairie pour savoir si une telle distinction existe sur votre territoire. Et puis surtout, à proposer votre candidature ou à celle des bénévoles que vous voulez mettre en avant. Puisqu'un bénévole récompensé est un bénévole heureux, est un bénévole qui reste dans l'association et qui veut s'engager. On a parlé des exceptions à l'action non rémunérée des bénévoles, on a parlé de la reconnaissance dont ils peuvent faire l'objet, on peut aussi maintenant parler des avantages compensatoires auxquels ouvre le bénévolat. D'abord, les congés. Vous avez le droit à des congés en tant que bénévole, pas pour prendre des vacances parce que vous êtes peut-être fatigué de votre activité bénévole, mais plutôt des autorisations d'absence de votre activité professionnelle pour exercer votre activité bénévole. C'est ce qu'on va appeler le congé d'engagement associatif pour les responsables associatifs. Et ça encourage la prise de responsabilité des bénévoles qui sont aussi salariés ou agents de la fonction publique. Ça leur permet de se libérer jusqu'à 6 jours par an pour assister à des AG ou autres réunions importantes. Et donc, c'est spécifiquement pour les élus des organes de direction ou des responsables qui encadrent d'autres bénévoles. Pas des adhérents, mais qui encadrent vraiment des bénévoles, des chefs d'équipe finalement. À noter qu'on a un nombre limité de congés d'engagement associatif qui peuvent être accordés par entreprise en fonction du nombre de salariés. Donc ça, vous pouvez vous rapprocher de votre comité d'entreprise ou de votre service RH. Vous pouvez aussi bénéficier d'un congé de représentation. Donc ça concerne certaines d'entre vous, peut-être qui sont engagés dans des associations qui sont représentées dans des commissions auprès des pouvoirs publics. C'est le cas des associations environnementales, de santé ou interprofessionnelles, par exemple. Et donc ça, ce congé de représentation, il vise à libérer le salarié de son activité professionnelle pour pouvoir représenter son association dans des commissions auprès de ses pouvoirs publics. Nathalie pose la question du travail libéral et ça, je vous encourage à vous rapprocher peut-être de votre comptable pour voir dans quelle mesure vous pouvez faire rentrer ces congés dans ce cadre-là. Je reprends le congé de représentation. Le principe qui sous-tend ce congé, c'est aussi que dans notre système démocratique, on a de plus en plus besoin de consulter la société civile et les usagers. Et donc, c'est normal d'offrir cette possibilité d'assurer les moyens finalement de cette représentation. Donc, pour ce congé de représentation, c'est 9 jours maximum par an qui peuvent être accordés. Et à savoir que vous êtes payé pendant ces congés. Le salaire est maintenu par l'employeur ou pris en charge par la commission à laquelle vous assistez. Et puis, il existe aussi des congés solidaires et des congés de solidarité internationale qui permettent pour un salarié de s'absenter de son travail pour effectuer une mission plutôt humanitaire et de réintégrer ensuite son poste. Donc ça, je vous invite aussi à mettre en avant toutes ces formes d'engagement et à les porter à la connaissance de votre communauté bénévole. Tout est bien détaillé dans le guide du bénévolat. Et enfin, j'en terminerai là-dessus, vous avez le droit à de la formation depuis les lois dites travail de 2016. Il y a une gratification qui est prévue pour les individus les plus engagés. Donc, c'est finalement une valorisation comptable, monétaire du temps passé en tant que bénévole. C'est réservé aux membres de l'instance de direction de l'association ou aux bénévoles encadrants. Et vous pouvez vous collecter finalement de l'argent dans la limite de 240 € par an pour 200 heures de bénévolat, dont 100 heures effectuées dans la même association. Et c'est un montant que vous retrouvez sur votre compte engagement citoyen que vous pouvez utiliser pour absolument tout type de formation. C'est à votre discrétion. Et c'est sur la base d'une déclaration volontaire puisque vous effectuez cet engagement dans le cadre de votre vie privée. Là encore, toutes les informations sont dans le guide du bénévolat et puis vous pouvez découvrir tout un tas de formations aussi. C'est l'occasion d'en faire un peu la pub sur le portail des formations bénévoles du mouvement associatif. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. J'essaierai de les combiner pour y répondre en fin de webinaire.
Et puis, il y avait une dernière chose dont je voulais vous parler avant de passer à l'action vraiment avec Je veux aider. C'est un dispositif qui existe et auquel peu d'associations pensent et qui pourtant représente une opportunité assez incroyable dans un parcours d'engagement bénévole. Je voudrais vous proposer de partir en Erasmus. Alors, Erasmus, c'est le programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Mais Erasmus, d'ailleurs, qu'on appelle l'Erasmus aujourd'hui, ce n'est pas que pour les jeunes, ni que pour les étudiants. Ça finance les projets qui renforcent les connaissances, l'expérience et les compétences à tout âge. Donc, qu'est-ce que concrètement les associations peuvent mettre en place et surtout faire financer grâce au programme Erasmus? Alors, vous pouvez organiser des visites dites apprenantes à l'étranger. Concrètement, les salariés et bénévoles de votre association peuvent partir se former, partager des expériences, des bonnes pratiques auprès d'autres organisations, d'autres pays. Donc, ça peut aussi concerner les publics accompagnés par votre association qui peuvent eux aussi partir à l'étranger pour se former dans un autre contexte. Par exemple, vous pouvez aller vous pratiquer un handisport dans un autre pays, vous pouvez développer des nouvelles compétences en permaculture en Autriche, vous pouvez aller appréhender de nouvelles approches en défense des droits en Italie, en Espagne, etc. Et puis, le programme vise aussi à développer des outils et des méthodes de travail nouvelles, à produire des outils communs, à co-rédiger des publications, des campagnes de plaidoyer, organiser des événements avec des partenaires européens ou étrangers. Voilà, donc participer à un tel programme, c'est aussi offrir une expérience humaine qui va être très enrichissante aux bénévoles de votre association. C'est un moyen assez unique à la fois de monter en compétences, d'enrichir ses pratiques et puis aussi, in fine, de fidéliser vos bénévoles, voire de leur donner envie de rejoindre votre association. Voilà tous les droits et dispositifs et tous les avantages auxquels ouvre le bénévolat. Donc nous, le bénévolat, ce n'est pas la crise, puisqu'il y a tout un tas de bonnes raisons pour s'engager et aussi de raisons matérielles qui vous permettent de compenser cet engagement en temps et potentiellement en argent que vous consacrez au bénévolat. Je te laisse peut-être prendre la suite, Joe, sur on passe à l'action? Oui, alors on passe à l'action. Concrètement, comment on passe à l'action? Et je vais vous partager un exemple. La société française, en fait, est rythmée par des temps forts ou des causes qui la transcendent. Donc, on a plusieurs. On a l'éducation, par exemple. On a la lutte contre l'isolement. On a l'écologie. On a les sports et les loisirs. Et au sein de jevenais.gouv.fr, on a décidé de créer ce qu'on appelle des opérations de mobilisation nationale qui vont, pendant un mois, mettre en lumière une thématique et des initiatives en lien avec cette thématique. En ce moment, c'est Septembre pour apprendre. Septembre pour apprendre a pour objectif de rendre l'éducation accessible à tous. En fait, on a un temps fort qui va mettre en lumière l'initiative de grands partenaires et de petits partenaires. Et on profite en fait de cette notoriété qui est portée par cette opération de mobilisation nationale en lien avec des acteurs nationaux pour apporter de la visibilité aux plus petits acteurs du territoire. Et c'est en ce sens que pour cette année, on est partenaire du collectif Mentorat et de l'Institut de l'engagement. Ces opérations de mobilisation nationale permettent de mettre l'accent sur des sujets de société et d'ouvrir, on va dire, le bénévolat à des thématiques qui parfois sont moins connues ou pas assez connues. Lorsqu'on regarde de plus près, les fonctionnements ont plutôt les clés de succès des opérations de mobilisation nationale. Il y en a plusieurs. Déjà, c'est le bon moment. À quel moment on fait cette opération de mobilisation nationale et avec quel partenaire? Ensuite, on crée des rendez-vous récurrents. Donc, on sait que tous les mois, en septembre, on a Septembre pour apprendre. Tous les mois de juin, on a la tournée d'été sur la partie sport et culture. Tous les mois de décembre, on a Décembre ensemble, la lutte contre l'isolement. Et tous les mois d'avril, on va avoir Printemps pour la planète. C'est gagnant-gagnant. D'un côté, on donne de la visibilité aux structures. D'un autre côté, elles donnent de la visibilité aux opérations. Ce qui fait que collectivement, on crée ce temps fort et on vient inciter à l'engagement. L'objectif, notamment pour les structures associatives qui participent à ces temps forts, c'est d'attirer l'attention des bénévoles avec un prisme plutôt porté sur une thématique, une activité, un sujet, et pas uniquement un souhait d'engagement. Donc, on passe du « je cherche un bénévole » à « je participe à l'organisation d'un festival ». Sur les leviers de communication,
et pour celles et ceux qui suivent notre communication en ligne, on a plusieurs sujets qui nous paraissent importants de souligner et qui peuvent aussi vous servir. D'abord, des mots simples, efficaces, qui restent dans les esprits. Ensuite, faire en sorte que la communication soit un levier mobilisé par toutes et tous. Tout le monde peut communiquer, tout le monde peut participer à cet élan. Et les derniers points, notamment pour ces opérations de mobilisation nationale, c'est de fédérer, de faire en sorte que plus on communique collectivement, plus tout le monde bénéficie de la portée de cette communication. Et tout naturellement, on a quelque chose qu'on se permet chez jeuxaider.gouv.fr, c'est de tester, ajuster, se tromper. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Et quand on se plante, on apprend et on grandit. Donc là, vous avez l'illustration de Décembre ensemble, c'est la précédente édition. Donc en décembre, on reprendra Décembre ensemble, on aura d'autres partenaires. Et si ce sont des sujets qui vous intéressent, notamment de participer à une opération de mobilisation nationale, n'hésitez pas à aller sur jeuxaider.gouv.fr, puisque à chaque mois consacré, on la met en avant. Je te redonne la main, Juliette, pour la partie aller plus loin. On vous a, j'espère, présenté toutes les facettes du bénévolat d'aujourd'hui, à la fois ses grandes tendances, les moyens de s'adapter pour mieux répondre aux aspirations des bénévoles, et puis tous les avantages aujourd'hui qui existent et qu'on peut mettre en avant pour encourager ce bénévolat. On vous encourage aussi à passer à l'action en vous inscrivant sur Je veux aider et en bénéficiant de la popularité des campagnes qu'ils mettent en place et des grands leviers de communication dont ils disposent. Donc là, on vous a mis quelques ressources pour aller encore plus loin, notamment la France bénévole en 2024, l'étude dont parlait Fanny tout à l'heure et qu'elle a décryptée avec nous. Le portfolio identifier et valoriser les compétences acquises dans son parcours d'engagement de l'association AnimaFac. On vous renvoie aussi vers la formation Susciter, accueillir et accompagner le bénévolat de l'Institut Transition, là encore. On vous partage aussi le guide de la culture bénévole de Bénévolte, que vous pourrez télécharger gratuitement sur un lien qu'on vous mettra dans la présentation. Et puis un article sur 5 initiatives qui font connaître le bénévolat localement, à lire sur jeveuxaider.gouv.fr. Vous aurez aussi tous les dispositifs légaux dont j'ai parlé très rapidement à retrouver dans le guide du bénévolat 2024-2025 du ministère. Et c'est le moment maintenant de vous prendre quelques questions supplémentaires. Je ne sais pas si Fanny ou Joe, vous avez identifié des questions auxquelles vous avez encore envie de répondre. En tout cas, moi, j'ai noté que Sophie disait que c'était difficile de mobiliser, que c'est une mission qui prend du temps. Et donc, j'espère que, et elle disait d'ailleurs que c'est difficile quand on n'a pas de salariés, j'espère que ces campagnes Je veux aider peuvent être une forme de réponse à ce manque de temps rencontré par beaucoup de responsables associatifs pour mobiliser du monde. Moi, je vous partage aussi un sondage qui, là, est un peu plus facile. C'est est-ce que ce webinaire vous a intéressé? Et on continue à prendre des questions au fil de l'eau. J'en ai noté quelques-unes. Il y avait une question de Anne notamment qui était « Est-ce qu'on a des conseils pour gérer les actions bénévoles en distanciel ?» Est-ce que ça, Fanny, tu as un avis sur la question? Alors moi, j'ai pas de grande expérience en la matière, au sens où on a des actions ponctuelles en distanciel dans l'association où j'anime des équipes bénévoles, mais en fait, on a aussi énormément de temps où on se retrouve. Ce que j'ai perçu, en tout cas, chez des structures qui sont concernées, c'est que même en distanciel, il y a un enjeu à créer du collectif. Donc, ça veut dire que ça peut être intéressant malgré tout d'avoir des rituels où les personnes se retrouvent. Ça peut être des moments de réunion en distanciel. Ça peut être aussi des moments de rassemblement, pour le coup, en présentiel, de manière à ce que les personnes se sentent appartenir à une action collective et créer du lien malgré la distance. Je pense que voilà, c'est des clés comme ça qui peuvent être intéressantes, mais j'avoue que n'ayant pas une expérience très forte, je n'irai pas beaucoup plus loin pour ne pas dire de bêtises. Je peux essayer de répondre si vous voulez. Sur la partie distancielle, il y a plusieurs éléments qui vont être importants. Le premier, c'est de créer un rituel, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir un contact régulier avec le bénévole, puisque le fait de la distance, vous ne le voyez pas physiquement, donc il peut se sentir lui-même isolé. Le second, c'est de clarifier
explicitement, donc potentiellement à l'écrit, les attendus en fait et le mode de fonctionnement imaginé pour permettre en fait aux bénévoles d'avoir de l'autonomie. Comme vous ne le voyez pas régulièrement ou physiquement, il a besoin d'autonomie. Et le troisième, c'est de lui fournir des ressources lui permettant d'agir. Je ne sais pas si c'est un guide de sensibilisation pour une certaine maladie, par exemple, ou encore pour lutter contre l'isolement de personnes âgées, lui fournir un pas à pas pour le faire. Et de temps en temps, faire un point d'étape en disant, ben voilà, ça fait 1 mois que tu es là, nous collaborons à distance, quel est ton ressenti, quel est ton vécu, peut-être briser cet aspect distanciel. On avait aussi Sébastien, alors c'est plus une remarque qu'une question, mais qui disait que c'était important d'apprendre à déléguer et que parfois quand on se sent surchargé, qu'on a beaucoup de bénévoles à gérer, on doit en plus faire de la RH, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais apprendre à déléguer, ça permet aussi de s'éviter une surcharge de travail. Oui, je pense que ça, c'est très important. Et apprendre à le déléguer, ça veut dire 2 choses, en fait. Ça veut dire apprendre à lâcher et à se dire que ça peut être fait par quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ce à quoi on pense spontanément. Mais en fait, ce que ça veut dire surtout, c'est qu'il faut identifier des actions qu'on pourrait transmettre à d'autres. Et ce que je remarque dans des associations que j'accompagne, c'est qu'un certain nombre de personnes surchargées, finalement, disent beaucoup aux bénévoles qui sont débordés et qui auraient besoin d'aide. Mais bon, d'une part, il renvoie finalement une image un petit peu négative de l'engagement parce que les personnes n'ont pas forcément envie de se retrouver dans ce même état de surcharge. Et surtout, les personnes ne voient pas comment les aider puisqu'elles n'arrivent pas à voir concrètement ce qu'elles pourraient faire pour être plus utiles au sein de la structure. Donc, je pense que vraiment, l'enjeu clé, quand on est débordé ou quand on aurait envie de transmettre, c'est de se poser pour se dire quelles sont les actions que je fais et en quoi ça pourrait préfigurer des missions à transmettre à d'autres personnes. Et une fois que j'ai identifié ça, je peux me dire, ces missions, à qui est-ce que je pourrais les proposer ? Dans quel cadre je pourrais les proposer de manière à ce que les personnes, elles aient vraiment des clés pour réussir à prendre notre suite au sein de l'association. Tout à fait. Merci Fanny. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment de les poser avant que l'on vous souhaite à tous une très bonne soirée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. On espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des nouvelles choses et que vous avez des nouvelles idées surtout. Je vois que Jean-Charles dit que les infos étaient très intéressantes. Mohamed parle même d'un webinaire incroyable. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Et Christophe nous dit « Le manque de subventions nous oblige à demander plus d'investissement de la part des bénévoles. » Alors, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que c'est parce qu'on a moins de subventions ou moins d'argent de la part des pouvoirs publics qu'il faut en demander davantage aux bénévoles? Ce sera peut-être la dernière question pour Fanny. En tout cas, les bénévoles font partie des modèles socio-économiques des associations et c'est une garantie d'action et d'indépendance dans des moments où les financements sont plus durs. Donc, de fait, ça vient compenser aussi un certain nombre de choses, même si ce n'est pas la seule raison d'être du bénévolat. Merci à tous. On vous laisse sur ces belles paroles. On espère que vous aurez de nouvelles idées pour vos prochaines campagnes de bénévolat. N'hésitez pas à vous inscrire sur jeveuxaider.gouv.fr, à utiliser les outils Hello Asso pour compenser cette baisse des subventions publiques et aller faire un tour au festival Agir Ensemble, c'est ça, à Lyon, le 28 septembre. Agir à Lyon. Agir à Lyon, pardon. Agir à Lyon. Agir Ensemble, c'était notre slogan chez Hello Asso, comme quoi on s'est Complètement. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci.